Bonjour mesdames, bonjour messieurs, je suis ravie de vous retrouver ce soir. Je n'ai pas pu honorer la conférence telle qu'elle était prévue par suite d'un ennui de santé. J'espère malgré tout que ce webinaire vous permettra d'être au clair sur l'essentiel de la déclaration des revenus fonciers ainsi que des nouveautés qui peuvent vous intéresser en tant que contribuable. Alors, je vais vous présenter brièvement le sommaire de mon intervention. Nous démarrons par une petite introduction. J'aborderai les nouveautés de la déclaration de revenus. Je ferai un rappel de la prorogation des exonérations de revenus de loueurs en meublé non professionnels pour une partie de votre habitation principale. Également, il y aura un focus sur l'évolution de la fiscalité des locations meublées non professionnelles. On abordera rapidement la question des plus-values immobilières. Ensuite, nous allons dérouler le contenu de la déclaration des revenus fonciers comme à l'accoutumée. Je ferai une petite intervention sur la déclaration d'occupation des biens immobiliers. Et enfin, je vous parlerai un tout petit peu du renforcement des outils de régulation des meublés de tourisme par la loi du 19 novembre 2024. Et je conclurai ensuite cette conférence sur quelques propos d'actualité. Voilà brièvement présenté le cursus de notre intervention du jour. Je démarrerai par le fait que le service relatif aux déclarations en ligne de la DGFiP, comme vous avez pu le constater, est ouvert depuis jeudi 10 avril 2025. D'ailleurs, nous sommes régulièrement, aussi bien vous que moi, relancés par l'administration pour ne pas oublier nos échéances. Donc, je pense que ce n'est pas passé inaperçu. Vous disposez d'un délai expirant le 20 mai prochain pour les déclarations sur support papier, pour les irréductibles gaulois, et je sais qu'il y en a. Ensuite, du 22 mai au 5 juin, en fonction de vos départements de résidence concernés. En ce qui concerne la Haute-Garonne, le délai, c'est le 28 mai, pour rappel. On peut dire qu'on est dans une ambiance morose cette année à propos du niveau de la dette de la France et j'en veux pour preuve les derniers propos de Madame la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, qui a pour objectif affiché de combattre les abus et les fraudes en tout genre. À ce titre, l'intelligence artificielle va servir aux agents de la DGFiP très rapidement pour débusquer les fraudeurs. Madame de Montchalin a rappelé qu'il existait en France 467 niches fiscales dont l'avenir apparaît incertain. On peut citer par exemple le crédit d'impôt recherche pour les entreprises, on peut citer pour les particuliers la réduction ou le crédit d'impôt pour aide à domicile, pour ne citer que celle-là. Donc attention à l'avenir, prudence. En ce qui concerne la déclaration des revenus, quel changement en 2025 ? Eh bien, afin de neutraliser encore les effets de l'inflation sur l'imposition des ménages, le barème de l'impôt sur le revenu a été revalorisé de 1,8% pour cette année pour chacune des tranches. Rappelons qu'on démarre à 11% pour terminer à 45%. Rappelons également que pour les couples mariés ou pacsés, un taux individualisé sera appliqué par défaut en matière de retenue à la source à chacun des conjoints d'un même foyer fiscal, et ce, à partir du 1er septembre 2025, sauf si vous choisissez expressément un autre mode de calcul. Ce changement ne modifiera pas le montant global de l'impôt dû par le couple, mais uniquement sa répartition entre les deux membres du foyer. Donc, si vous ne souhaitez pas que soit appliqué ce taux individualisé, il faut effectivement conserver le taux du foyer et faire une option en ce sens lors de votre déclaration de revenus.
Un autre élément pour garantir une sécurité pour accéder à son espace particulier, c'est très rapidement, à partir de l'été 2025, la mise en place d'une double authentification pour accéder à son espace particulier. Cette double authentification sera mise en place probablement à partir de juillet ou août 2025 et elle consistera à l'envoi d'un code de sécurité par courriel à l'issue de la saisie du numéro fiscal et du mot de passe associé. Ça permettra effectivement d'éviter, on l'espère, toute problématique de fraude, puisque c'est déjà arrivé, on a de mémoire il y a 4 ou 5 ans, eu une fermeture anticipée du site des impôts parce qu'il y avait eu effectivement une arnaque au site de la DGFiP. Et d'ailleurs, vous recevez très certainement régulièrement des messages, des faux messages en fait de la Direction générale des finances publiques. Je ferai également un rappel de l'obligation, d'ailleurs vous allez le voir directement et vous le verrez plus particulièrement sur le slide numéro 7. L'administration vous fait un rappel de l'obligation de déclarer les changements de situation d'occupation de vos biens immobiliers. Et elle vous l'indique très précisément, vous avez une notification qui apparaît sur votre déclaration de revenus en ligne dès la première page qui vous indique la chose suivante. Vous devez désormais déclarer chaque année les changements de situation d'occupation des biens dont vous êtes propriétaire. Votre déclaration doit intervenir avant le 1er juillet en vous rendant sur impôts.gouv. Donc au cas où vous l'auriez oublié, cela vous est très précisément rappelé. Je rappelle qu'il existe 2 régimes d'exonération pour la location d'une partie de l'habitation principale. La première porte sur l'exonération des produits de location ou de sous-location en meublé d'une ou plusieurs pièces de l'habitation principale, à titre d'exemple, une chambre d'hôte, lorsque ces produits n'excèdent pas 760 € TTC par an. Cette exonération est prorogée jusqu'au 31 décembre 2026. Deuxième exonération, celle qui porte sur les sommes relatives à la location ou sous-location d'une ou plusieurs pièces de la résidence principale à des personnes n'y élisant pas domicile sous condition de loyer raisonnable. Rappelons que ce loyer raisonnable est de 206 € par mètre carré en Île-de-France et 152 € partout ailleurs. À présent, un petit focus sur l'évolution de la fiscalité des locations meublées non professionnelles, LMNP, par rapport à la loi de finances de 2025. L'article 84 de la loi de finances pour 2025 modifie les conditions de détermination de la plus-value en cas de vente d'un bien loué meublé par un non-professionnel et ce à compter du 15 février 2025. La plus-value de cession va se trouver majorée des amortissements. Cette nouvelle disposition s'applique uniquement aux loueurs en meublé non professionnel imposés selon le régime du réel. Ceux relevant du micro-BIC, micro-loueur en meublé non professionnel, ne sont pas concernés. La fiscalité sur les plus-values réalisées lors de la revente d'un bien immobilier mis en location meublé non professionnel est rehaussée dans la mesure où il convient de réintégrer l'amortissement comptable déduit des recettes locatives imposables dans le calcul de la plus-value de cession. Je donnerai tout à l'heure un exemple, vous aurez un slide à ce propos. Sont exclus de cette nouvelle disposition les résidences étudiantes, les résidences seniors et les résidences pour personnes handicapées. À noter que malgré cette nouveauté, les propriétaires demeurent exemptés d'impôts sur les plus-values après une détention de 22 ans de leur logement et de cotisation sociale après 30 ans. Ce régime, en fait, ne change pas.
Sur le slide suivant, je vous ai fait en fait quelques bulles pour bien comprendre ce qui se passe. Dans le régime général, la plus-value brute est calculée par différence entre le prix de vente et le prix d'acquisition. On aboutit à la fin à une plus-value nette par différence entre la plus-value brute et les abattements qui s'appliquent en fonction de la durée de détention, puisque j'ai rappelé tout à l'heure que exonération d'impôt sur le revenu à partir de 22 ans de détention et 30 ans de prélèvements sociaux. Quel est le nouveau régime de la loi de finances 2025 ? Eh bien, la plus-value brute sera toujours égale à la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. Mais sur ce prix d'achat, on va déduire les amortissements déduits en comptabilité. De sorte que la plus-value nette sera égale à la plus-value brute moins les abattements pour durée de détention, mais après donc diminution du prix d'achat du fait des amortissements. Je donne un exemple sur le slide suivant. Un bien a été acheté 500 000 € et revendu 700 000. Les amortissements déduits s'élèvent par hypothèse à un montant de 200 000 €. Dans le régime général, la plus-value brute est d'un montant de 200 000 €, à savoir 700 000 moins 500 000 dans mon exemple. Je ne parle pas ici des abattements pour durée de détention puisque le régime ne change pas. Quel est l'apport du régime spécial de la loi de finances 2025 ? La plus-value brute, dans ce cas, est d'un montant de 400 000 €. Pourquoi ? 700 000 € prix de cession, moins 500 000, je rappelle que c'était le prix d'achat, moins les amortissements 200 000, 700 000 moins 300 000, on aboutit bien effectivement à une plus-value brute de 400 000 €. J'espère que cet exemple vous aura éclairé. Un petit mot sur les plus-values immobilières. Alors vous savez que ce sont les notaires qui sont en charge de tout le formalisme lié aux incidences fiscales des cessions de biens immobiliers. Mais quand vous réalisez une plus-value immobilière, vous avez une petite formalité à effectuer. Puisque lors de votre déclaration de revenus, il ne faut pas oublier de cocher la case 3VZ et de porter sur cette case 3VZ le montant net de la plus-value qui a été déclaré par votre notaire lors de la vente. Cette formalité permet effectivement de calculer le revenu fiscal de référence. Donc ne pas l'oublier. Case 3VZ. On va maintenant parler des revenus des locations meublées et non meublées en faisant le parallèle sur le slide 13. Les locations nues, donc je rappelle que vous avez deux régimes d'imposition. Régime en fonction des situations, dit du microfoncier ou du régime réel d'imposition. Vous avez l'habitude maintenant de cela, mais on va y revenir. En parallèle des locations nues, on a le régime des locations meublées, c'est-à-dire les loyers tirés de la location d'un bien muni de meubles qui ne relèvent pas de la même catégorie. Les locations nues relèvent de la catégorie des revenus fonciers. Les locations meublées relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Je le rappelle chaque année, mais je le rappelle encore une fois, des sociétés civiles immobilières qui, même exceptionnellement, mettent en location un bien meublé relèvent automatiquement de l'impôt sur les sociétés et non plus de l'impôt sur le revenu. Donc il faut être très prudent par rapport à cela. Quelles sont les formalités relatives au microfoncier si effectivement vous décidez de retenir ce régime? Et vous le retiendrez si vos revenus fonciers bruts de 2024 sont inférieurs ou égaux à 15 000 €. C'est un régime qui s'applique de plein droit
Et dans ce cas-là, vous devez cocher la ligne 4BE de la déclaration 2042. Vous n'avez pas de déclaration annexe à réaliser. Il n'y a pas évidemment de déficit foncier possible, puisque du fait de l'option pour ce régime, un abattement forfaitaire de 30% s'applique, le revenu foncier net imposable étant égal à tout moment à 70% des revenus fonciers bruts. Par conséquent, si vos charges sont supérieures à 30% de vos revenus bruts, vous n'avez pas intérêt à conserver ce régime du microfoncier. Donc surtout ne vous trompez pas, vous déclarez le montant du loyer brut sans aucune déduction et sans justificatif, avec application du taux automatique de 30% par l'administration. Ça se fait automatiquement. Revenus des locations non meublées, qu'est-ce qui se passe? Donc, calcul du revenu brut de 15 000 €. Le revenu brut correspond au montant des loyers encaissés sans les charges incombant au locataire. Donc, on ne rajoute pas au montant des loyers les charges locatives. Et le cas échéant, on va rajouter le montant des dépenses qui incombent normalement aux propriétaires et qui sont mises par convention à la charge des locataires. Ça peut effectivement arriver en fonction des situations. On rajoutera également les subventions et autres indemnités perçues de l'ANA par exemple. À noter que le régime du microfoncier ne s'applique pas pour les régimes spéciaux spécifiques tels les monuments historiques, les logements neufs qui permettent un amortissement du type les anciens régimes Robien, Besson, Périssol, etc. Également, il ne s'applique pas aux logements avec un régime de déduction spécifique tel le COS, le Borloo ancien, le Borloo neuf, le Robien et le Besson. Par exception, le microfoncier reste applicable pour les régimes tels Pinel, Duflot, Cellier et Malraux, même si de façon générale, il est rarement avantageux. Rappelons que si vous avez des travaux importants à réaliser sur vos propriétés, il peut être fiscalement avantageux de préférer le régime réel afin de déduire ces travaux. Je rappelle que le microfoncier ne vous permet pas de dégager un déficit. Attention, si vous optez pour le régime réel, l'option s'exerce par le dépôt d'une déclaration spécifique et non pas le fait de cocher une simple case sur la déclaration 2042. Là, on souscrit la déclaration 2044 et du fait de la souscription de cette déclaration, vous devez maintenir le régime réel pendant 3 ans. Après cette période de 3 ans, il est de nouveau possible de se placer sous le régime du microfoncier si vos revenus fonciers n'excèdent pas le seuil de 15 000 €. Mais jusqu'à cette période de 3 ans, vous êtes bloqué effectivement par ce régime. En ce qui concerne, pour synthétiser le régime réel, il y a donc la production de 2 déclarations. La déclaration 2042 associée à la déclaration 2044 ou 2044 spéciale si vous relevez d'un dispositif particulier. Vous devrez à ce niveau-là cocher la case 4BZ sur votre déclaration de revenus si vous souscrivez une 2044 spéciale. Rappelons que dans le cadre du régime réel, on déduit l'intégralité des charges et travaux réalisés si les conditions, bien entendu, sont réunies et dans ce cas-là, un déficit foncier peut être dégagé. Nous allons maintenant dérouler le contenu de la déclaration numéro 2044, ligne après ligne, comme à l'accoutumée. Je vais commencer par les recettes et plus précisément la ligne 211 relative au loyer brut. Sur cette ligne,
vous devez déclarer toutes les recettes locatives que vous avez perçues au cours de l'année 2024. Si votre locataire a payé en 2024 des arriérés relatifs à des années antérieures, vous devez également les intégrer sur cette ligne. Bien entendu, si vous avez un locataire qui ne règle pas ses loyers, vous n'intégrez pas les 10 loyers sur cette ligne. Si le loyer est encaissé par un mandataire, bon nombre d'entre vous travaillent avec des agences, la date de paiement est celle de la perception par le mandataire, même si en qualité de bailleur, vous n'avez pas encore perçu la somme correspondante. Je rappellerai que le dépôt de garantie n'est pas imposable lorsqu'il est perçu par le bailleur à l'entrée dans les lieux. Le pas de porte est une recette exceptionnelle qui n'est pas imposable si le bailleur peut justifier que sa perception correspond à une dépréciation de la valeur des locaux. Si tel n'est pas le cas, à ce moment-là, elle est imposable. Ligne 212, les dépenses mises par convention à la charge du locataire. Si, par convention, certaines dépenses sont reportées sur le locataire, il convient de les déclarer à la ligne 212. Par exemple, la taxe foncière, ce qui se voit assez souvent dans les baux commerciaux. Ligne 213, recettes diverses. Qu'est-ce que c'est que ces recettes diverses ? Eh bien, il peut s'agir par exemple de la location de toits pour des antennes de téléphonie mobile, de la location de panneaux d'emplacement publicitaire, également de la location du droit d'affichage. Les subventions de l'ANA, par exemple, doivent être déclarées dans cette rubrique. En ce qui concerne les charges à présent de la déclaration numéro 2044, on va revenir également sur les diverses lignes relatives à ces charges en démarrant par la ligne 221, frais d'administration et de gestion. Sur cette ligne-là, eh bien, vous devez porter notamment la cotisation que vous versez à votre association de propriétaires et de copropriétaires, comme vous le faites habituellement. Alors, tout à l'heure, j'ai reçu dans le cadre d'une permanence une personne qui a reçu une proposition de rectification visant à contester cette déduction. Si toutefois ça vous arrivait, bien entendu, il faut contester. La cotisation est parfaitement déductible. Rappelons que seules les charges payées en 2024 sont déductibles. Les charges doivent également se rapporter à un bien loué. Alors, par exemple, si effectivement vous êtes entre deux locataires, vous avez un locataire qui est parti, vous devez faire quelques travaux de rafraîchissement avant l'arrivée d'un nouveau locataire. Bien entendu, ces charges sont déductibles, même si pendant un mois ou deux, vous n'avez pas de recettes qui arrivent en face. Bien entendu, également, si le bailleur occupe une partie d'un immeuble et que le surplus est donné en location, on doit effectuer un prorata pour ne déduire les charges que relatives à la partie correspondante à celle qui est donnée en location. C'est tout à fait logique. Dans le cadre des frais d'administration et de gestion, vous pouvez bien entendu déduire également les honoraires des experts comptables, des avocats, des conseils qui vous aident à rédiger votre déclaration 2044. Également, si vous avez des frais de concierge, ils sont également déductibles sur cette ligne-là. Retenez que les frais de procédure peuvent parfaitement être déduits sur la ligne 221. La ligne 222. Alors, ce forfait est obligatoire en fait et correspond aux frais de gestion, par exemple les frais d'envoi des documents par poste, tout ce qui concerne en fait les frais purement de gestion
Ne déduisez pas, je l'ai vu encore aujourd'hui, le coût de l'achat d'un ordinateur pour vous occuper de vos biens à usage locatif. Ce n'est pas déductible. Le forfait de 20 €, qui est un forfait royal octroyé par le législateur, correspond, si vous voulez, à toutes ces charges-là. Donc je sais qu'il est extrêmement bas, mais on ne peut pas faire mieux pour l'instant. En ce qui concerne les primes d'assurance, ligne 223, l'ensemble des primes versées au titre de contrat d'assurance souscrit directement auprès d'une compagnie ou par un intermédiaire, professionnel de l'immobilier, administrateur de biens, etc., sont déductibles pour leur montant réel, bien entendu payés au titre de l'année 2024, y compris les primes d'assurance versées dans le cadre d'un contrat de groupe. Exemple, quelles sont les primes que vous pouvez déduire sur cette ligne 223? Les primes qui couvrent les risques suivants: incendie, dégâts des eaux, bris de glace, tempête, grêle, neige, dommages causés par le vol ou le vandalisme, catastrophe naturelle, bien entendu responsabilité civile. La ligne à présent 224. Alors on fait très souvent des focus sur ces questions et j'allais dire c'est important parce que l'administration fait très souvent des rappels sur ces thématiques-là. Il s'agit des dépenses de réparation, d'entretien et d'amélioration. Les dépenses de construction, reconstruction et agrandissement, je le répète chaque année, ne sont pas déductibles, car il s'agit de travaux qui créent soit de nouveaux locaux, soit qui augmentent la surface ou le volume habitable, ou qui apportent des modifications aux grosses œuvres, ou des travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction. Dès lors qu'il ne s'agit pas de travaux de construction, reconstruction ou agrandissement, vous pouvez porter ces travaux sur cette ligne 224. En cas de travaux d'agrandissement, les travaux indissociables de ces travaux dits d'agrandissement ne sont pas davantage déductibles. À un certain moment, on a eu de la jurisprudence qui visait à accepter, par exemple, s'il y avait des travaux qui relevaient de la catégorie des travaux d'amélioration, par exemple au 2e étage, alors qu'au 3e étage d'un immeuble, on était véritablement sur des travaux de construction ou reconstruction, il y a eu une tendance jurisprudentielle à accepter, on va dire, de saucissonner la nature des travaux. Mais actuellement, les magistrats sont beaucoup plus rigoureux, donc attention à ces cas où potentiellement il y a des travaux qui pourraient être acceptés et d'autres pas. Ce n'est pas si simple que ça. Je vous encourage à consulter notamment les consultants de l'Association des propriétaires et copropriétaires quand vous avez des travaux d'importance pour vous assurer effectivement du bien fondé des factures que vous passez en charge. À noter également, puisque c'est un point sur lequel revient l'administration, c'est les mentions obligatoires sur les factures. Faites très attention quand vous faites appel à une entreprise de faire en sorte que la facture soit correctement libellée et que l'adresse du chantier soit portée. Aujourd'hui encore, j'ai eu un cas où la personne a fait faire des travaux dans un immeuble qui est situé à une adresse, mais malheureusement à cette adresse, il a également sa résidence principale. Donc il est clair que quand on a ce type de situation, il faut demander à l'entreprise soit d'indiquer sur la facture le numéro du lot, l'étage, le numéro d'appartement, etc., de façon à ce que l'administration fiscale ne puisse pas vous piéger sur ce type, on va dire, de détail qui en réalité n'en est pas un. La ligne 224 bis, qui est un dispositif optionnel et temporaire. Cette ligne est relative aux travaux de rénovation énergétique permettant à un bien de passer d'une classe énergétique E, F ou G, passoire énergétique, à une classe A, B, C ou D. Rappelons que dans ce cadre-là, la limite d'imputation des déficits fonciers sur le revenu global est temporairement rehaussée jusqu'à 21 400 €
au lieu de 10 700 si vous réalisez des travaux de rénovation énergétique permettant à un logement de passer d'une classe énergétique E, F ou G à une classe énergétique A, B, C ou D. Ce sont les dispositions de l'article L173-1-1 du Code de la construction et de l'habitation. Rappelons que pour bénéficier de ce rehaussement de déficit, vous devez justifier de l'acceptation d'un devis intervenu à compter du 5 novembre 2022. Les dépenses doivent être effectuées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025, donc dans un laps de temps relativement court. Et il faut établir un DPE avant travaux et après travaux. Diagnostic de performance énergétique, pardon pour l'acronyme. Je continue avec les charges de la déclaration 2044 et la ligne 225, les dépenses locatives non récupérées. Ne pas oublier cela effectivement parce que ça peut arriver en cas de départ d'un locataire. Certaines dépenses relèvent du locataire et ne sont en principe pas déductibles, mais elles le deviennent si le bailleur n'a pas pu les récupérer au départ du locataire. Donc assurez-vous bien de cela et, le cas échéant, portez les dépenses locatives non récupérées sur la ligne 225. La ligne 226 à présent, sur les indemnités d'éviction et frais de relogement. Le bailleur qui est conduit à verser une indemnité à son locataire pour récupérer l'usage d'un bien peut déduire cette somme. Toutefois, si l'opération est faite pour optimiser la valeur du bien en vue de sa revente, la dépense n'est pas déductible. Donc attention effectivement au contexte par rapport à ces indemnités d'éviction et frais de relogement. En ce qui concerne les taxes foncières, la ligne 227 à présent, rappelons que la taxe foncière est déductible ainsi que les taxes annexes, comme les taxes spéciales d'équipement. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui est un véritable sujet pour l'administration fiscale, n'est pas déductible car elle est en principe récupérable sur le locataire. Bien entendu, si le locataire refuse de payer cette taxe, ce qui peut arriver, elle est déductible, surtout si le locataire ne l'a pas réglée, bien entendu, mais à ce moment-là, sur la ligne 225. Rappelons que, en fonction des cas, mais vous les connaissez par hypothèse puisque vous êtes déjà dans ces régimes depuis plusieurs années, on a une ligne 228 relative aux déductions spécifiques qui sont donc des déductions particulières qui peuvent s'appliquer en fonction des dispositifs dont vous bénéficiez. Robien, par exemple, ZRR et Cellier ZRR avec une déduction de 26%. Borloo-Neuf et Cellier dans le secteur intermédiaire, 30%. Donc, ne pas oublier, si vous êtes concerné, de rajouter ces déductions sur la ligne 228 de votre déclaration. On arrive maintenant à une ligne qui est un véritable galimatia pour les propriétaires et là, en règle générale, je ne vois que des erreurs effectivement sur ces lignes-là. Ce sont les lignes 229 et 230, provision pour charges de copropriété. On va essayer d'être simple. La ligne 229 et la ligne 230 s'offrent à vous. Il faut effectuer en 2 temps le traitement de ces charges. Sur la ligne 229, on déduit la totalité des provisions pour charges réglées au syndic au cours de l'année 2024. Il s'agit des dépenses courantes, comprises ou non dans le budget prévisionnel, que ce soit de la maintenance, du fonctionnement, de l'administration des parties communes, des équipements communs de l'immeuble. Également,
les dépenses pour travaux qui n'ont pas à figurer dans le budget prévisionnel. Par conséquent, vous déduisez la totalité du montant des provisions pour charges que vous avez acquittées entre le 1er janvier et le 31 décembre. On est toujours en année calendaire. Qu'est-ce qui se passe ensuite sur cette ligne 230? Puisque, par hypothèse, vous avez déduit un certain nombre de charges l'année précédente, comme je viens de vous l'indiquer, et ces provisions pour charges comprennent non seulement les charges qui concernent le propriétaire, mais également celles qui concernent le locataire. C'est la raison pour laquelle il faut procéder à une régularisation. Sur cette ligne 230, vous devez réintégrer, c'est-à-dire porter la fraction déduite en 2023 correspondant à des charges non déductibles ou récupérables sur le locataire. Vous devez donc regarder ce qui figure en règle générale quand le décompte de charges est bien fait dans la colonne locatif. Sur cette ligne-là, donc, vous devez porter les charges qui incombent au locataire, puisque par hypothèse, elles ne vous incombent pas en tant que propriétaire. Ensuite, vous devez également, alors c'est à la marge, mais si ça porte sur des sommes un peu plus importantes, il faut le regarder. Normalement, il faut réintégrer également sur cette ligne des charges qui, par hypothèse, relèvent du forfait de 20 €. Si vous avez des frais postaux d'assemblée générale, etc., vous pouvez avoir une petite somme à porter sur cette ligne. Ensuite, vous devez regarder le solde du décompte de charges de l'exercice précédent et l'approbation des comptes de l'exercice 2023. Si l'excédent de provision a été versé par le copropriétaire en 2023, autrement dit, si les provisions sont supérieures aux charges réelles, ça veut dire que le solde de l'approbation des comptes est positif. Dans ce cas-là, il faudra rajouter ce montant à la ligne 230. Si en revanche, le montant des provisions est inférieur aux charges réelles, ça veut dire que vous avez un solde négatif qui se traduit pour vous par un supplément de charges déductibles. Donc vous pouvez le mettre en plus de la ligne 229 ou en moins de la ligne 230. Voilà, ne pas vous tromper par rapport à cette régularisation. Alors je vois beaucoup de dossiers où ce n'est pas fait. C'est un oubli qui peut être une source de rappel pour l'administration fiscale dès lors qu'effectivement elle peut en demander le contrôle et surtout obtenir ce décompte de charges de l'exercice N-1. Donc soyez vigilants sur cet aspect-là. Ligne 400, descriptif des frais. Donc, quand vous déduisez des travaux d'entretien, de réparation, d'amélioration, etc., ne pas oublier de préciser la nature des travaux, les coordonnées des entreprises, la date de paiement et le montant des travaux pour chaque logement concerné. C'est très important. Ça permet tout de suite à l'administration fiscale, quand elle va regarder le dossier, d'avoir un œil sur la nature des travaux qui ont été faits et aussi en fonction des montants. C'est-à-dire que si vous avez des montants relativement importants de travaux, il est aussi nécessaire de détailler, si vous avez la place, sur ces lignes, la nature des dépenses que vous avez générées. La ligne 250, intérêts d'emprunt. Alors, les intérêts d'emprunt sont déductibles sans limitation en ce qui concerne le montant ou la durée, à partir du moment où ce sont des emprunts, je rappelle les règles de base, contractés pour l'acquisition, la conservation, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés. Vous voyez, c'est large. Alors, quand on parle d'intérêt, de quoi s'agit-il? Il s'agit donc des frais d'emprunt, des intérêts, mais aussi des frais d'emprunt, des agios, des commissions, le cas échéant des frais de constitution du dossier, également des frais d'inscription hypothécaire, des primes de contrat d'assurance vie si c'est le cas. Voilà ce que je peux dire brièvement sur ces questions-là. À noter que des emprunts dits substitutifs peuvent être souscrits pour, comme leur nom l'indique, se substituer aux emprunts
initialement contractés pour l'acquisition, la réparation, la construction, etc. Toutefois, dès lors que ces prêts n'ont pas pour objet le financement des opérations précitées, mais le remboursement ou le remplacement d'un prêt antérieur, présentant ces caractéristiques, les intérêts des emprunts substitutifs ne sont en principe pas admis en déduction des revenus fonciers. Cependant, je module mon propos. Compte tenu des conditions économiques qui motivent généralement ces opérations, il est admis que le droit à déduction des revenus fonciers attaché à l'emprunt initial ne soit pas modifié par la souscription d'un emprunt substitutif lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies. Autrement dit, si les conditions que je vais lister ne sont pas remplies, les intérêts pour emprunt substitutif ne sont pas déductibles. Première condition, le nouvel emprunt doit être souscrit pour rembourser ou se substituer à l'emprunt initial et pas pour une autre cause. Cette condition est remplie lorsque le nouveau contrat ou l'avenant le mentionne expressément en se référant au contrat antérieur. Deuxième condition, les intérêts admis en déduction ne doivent pas excéder ceux qui figuraient sur l'échéancier initial. Cette limitation s'apprécie globalement en comparant la somme des intérêts figurant respectivement sur l'échéancier de l'emprunt initial et sur l'échéancier du nouvel emprunt. Ne pas oublier de remplir également avec les coordonnées de la banque, le numéro du contrat, etc., la ligne 410 de la déclaration 2044 ou 610 de la déclaration 2044 spéciale. Quelques particularités des revenus fonciers, ce sont notamment la déduction des déficits. Rappelons que la déclaration 2044 récapitule les résultats de l'ensemble de vos propriétés rurales, urbaines, parts de sociétés civiles immobilières, de placements immobiliers ou immeubles spéciaux. Rappelons que les déficits fonciers qui résultent de dépenses autres que les intérêts d'emprunt sont déductibles de votre revenu global dans la limite annuelle de 10 700 €. Cela ne change pas. Cette limite a été portée à 15 300 lorsqu'un déficit est constaté sur au moins un logement neuf bénéficiant du régime de l'amortissement périsol, très ancien, ou du dispositif COS. En dehors de ces situations-là, on est sur 10 700 € maximum par an. Je vous ai rappelé tout à l'heure que cette limite est rehaussée sans pouvoir excéder 21 400 € du montant des dépenses déductibles de travaux de rénovation énergétique permettant à un bien de changer de classe énergétique. Je l'ai abordé tout à l'heure, je ne reviens pas là-dessus à présent. Un petit focus sur les revenus des locations meublées après avoir abordé les locations nues. Donc je rappelle que l'on change de catégorie fiscale, on est dans le cadre de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et non plus des revenus fonciers. Là aussi, on a deux régimes d'imposition possibles, le micro-BIC avec la déclaration satellite, si je puis dire, 2042C Pro, et le régime réel avec une déclaration de résultats spécifiques dont on reporte le contenu sur la déclaration 2042C Pro également. On a vu tout à l'heure qu'il y avait deux exonérations possibles pour location d'une partie de la résidence principale. Je n'y reviens pas. Le micro-BIC en matière de location meublée. Un petit rappel, ce régime s'applique de plein droit lorsque le bailleur a un chiffre d'affaires qui ne dépasse pas 77 700 € en 2024.
Un abattement pour charge de 50% est pratiqué sur le montant des recettes. C'est le même régime, si je puis dire, que pour les revenus fonciers. Si vous êtes assuré que vos charges ne sont pas supérieures à 50% de votre chiffre d'affaires, vous pouvez effectivement opter pour le micro-BIC. Si en revanche vos charges réelles sont supérieures à 50%, vous n'avez pas intérêt à opter pour ce régime. Rappelons que le plafond de 77 700 € est porté à 188 700 € pour certaines locations saisonnières. Location de meublés de tourisme et de chambres d'hôtes, gîtes ruraux classés meublés de tourisme. Et dans ce cas-là, l'abattement est porté à 71% des recettes comparé à 50% tout à l'heure. Les contribuables sont dispensés de déposer une déclaration de résultat. Il leur suffit de porter directement le montant du chiffre d'affaires sur la déclaration de revenus, comme je l'ai dit tout à l'heure, 2042 C-Pro. Bien entendu, aucun déficit ne peut être constaté. À noter que ce régime va être modifié en 2025, mais pour les revenus 2025, du fait de la loi de finances 2024. Donc ça ne concerne pas les revenus de cette année. En ce qui concerne le réel, maintenant, toujours pour les locations meublées, il convient de déclarer toutes les recettes, retrancher les charges relatives à l'exercice de l'activité de loueur en meublé, selon les règles de la cédule des BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Ce régime permet notamment de procéder à l'amortissement du bien immobilier ainsi que du mobilier. Le loueur en meublé non professionnel ne peut déduire les déficits de cette activité que des bénéfices non professionnels des locations meublées ultérieures et non pas directement du revenu global. Cette déduction des déficits peut se faire pendant les 10 années suivantes en imputant toujours en premier le déficit le plus ancien. Je vous ai fait un tableau récapitulatif sur le slide 29. Le régime très favorable du micro-BIC a été modifié par la loi du 19 novembre 2024. Toutefois, compte tenu du tollé qu'on a pu rencontrer, l'entrée en vigueur ne s'appliquera que sur les revenus 2025 et non pas sur les revenus 2024. Le changement ne se fait ainsi pas ressentir cette année. Si on compare le régime 2024 par rapport au régime 2025, en ce qui concerne les meublés à usage de résidence principale, donc en 2024, on est sur un plafond de loyer de 77 700 €, y compris pour les meublés de tourisme non classés. Pour les meublés de tourisme classés et chambres d'hôtes, on est bien à 188 700 €. Dans le premier cas, pour les meublés, on va dire traditionnels, et le plafond de 77 700 €, on a un abattement de 50%. Dans le deuxième cas, un abattement de 71%. En ce qui concerne 2025, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, pour les meublés à usage de résidence principale, on est toujours sur un plafond de loyer à 77 700 € et un abattement de 50%. Pour les meublés de tourisme non classés, le plafond de loyer qui va se rapprocher du micro foncier sera de 15 000 € avec un abattement de 30%. Pour les meublés de tourisme classés et les chambres d'hôtes, on aura le même plafond de 77 700 € avec un abattement de 50%. Donc en fait, un régime qui sera moins attractif à partir de l'exercice 2025. Je vais faire également un rappel sur la déclaration d'occupation des biens immobiliers. Alors vous savez que c'est une obligation nouvelle qui existe depuis plusieurs années maintenant. Il ne faut pas oublier, j'imagine que vous avez fait antérieurement ces déclarations, il ne faut pas oublier de vérifier sur votre espace, dans l'onglet « Biens immobiliers », ce qui se passe et s'il y a eu des changements au cours de l'année précédente. Les éléments que vous devez donner sur cet onglet correspondent à la situation au 1er janvier 2025. Donc il faut vérifier pour chaque bien
quelle est la nature de l'occupation. Est-ce que ce bien est toujours occupé si c'était le cas l'année dernière? Est-ce qu'il est vacant? Etc., etc. Si certaines informations sont inexactes, vous avez tout à fait la possibilité de faire des modifications. Vous pouvez même dialoguer via la messagerie sécurisée avec l'administration fiscale qui vous répond en règle générale assez rapidement. Donc n'hésitez pas, mais surtout n'oubliez pas, parce que cette déclaration d'occupation des biens immobiliers a des incidences aussi bien en matière de taxes foncières, de taxes d'habitation sur les logements vacants, mais également en matière d'impôt sur la fortune immobilière. Donc il faut vraiment que vous soyez au clair, et notamment sur les surfaces, parce qu'on se rend compte que souvent les métrages qui sont donnés à l'administration fiscale ne sont pas toujours justes. Donc je vous invite et je vous encourage à vérifier vos métrages, en tout cas ceux que vous avez peut-être déjà communiqués à l'administration fiscale. Donc vous avez un certain nombre de questions auxquelles vous devez répondre. Vous suivez en fait le fil conducteur de cette déclaration qui n'est pas très compliqué en fait à compléter, mais il faut quand même le faire. C'est une obligation supplémentaire que vous devez honorer. Je ferai un propos avant la conclusion sur le renforcement des outils de régulation des meublés de tourisme par la loi du 19 novembre 2024. Cette loi est venue renforcer à travers diverses mesures les outils de régulation des meublés de tourisme, et je vais vous rappeler brièvement les principales mesures de cette loi du 19 novembre 2024. Premièrement, toutes les locations de meublés touristiques devront faire l'objet d'une déclaration, à savoir un enregistrement auprès d'un téléservice national dédié au plus tard le 20 mai 2026. Le loueur devra apporter la preuve que le logement proposé à la location est bien sa résidence principale. Donc 20 mai 2026. Également, le diagnostic de performance énergétique DPE. Il sera rendu obligatoire pour tous les logements proposés nouvellement à la location en meublé de tourisme, que ces derniers donc attestent d'un DPE classé entre les classes A et E du 1er novembre 2024 au 31 décembre 2033, entre les classes A et D à compter du 1er janvier 2034. En effet, à partir de cette date, 1er janvier 2034, le maire pourra demander au propriétaire de fournir un DPE valide de son meublé de tourisme. L'absence de transmission de ce DPE sera passible d'une astreinte administrative de 100 € par jour, et le propriétaire qui, souhaitant malgré tout louer son meublé de tourisme en violation de ces règles, encourrait une amende administrative de 5 000 € maximum. On va assister également à un élargissement des pouvoirs des maires. Les communes pourront définir des quotas d'autorisation de meublés de tourisme et ainsi réserver des secteurs dans leur plan local d'urbanisme pour les constructions de résidences principales afin de mieux réguler les locations touristiques. À partir de 2025, les communes pourront limiter à 90 jours par an la durée maximum pendant laquelle les résidences principales peuvent être louées à des touristes au lieu de 120 jours aujourd'hui. Des amendes civiles et administratives comprises entre 10 000 et 20 000 € pour non-respect pourront être prononcées. Enfin, à partir de 2025, tout copropriétaire se déclarant en mairie comme loueur de meublés de tourisme devra en informer le syndic. Les nouveaux règlements de copropriété pourront interdire ou non les meublés de tourisme. Voilà ce que je voulais vous dire cette année sur à la fois l'actualité, les lois les plus importantes pour vous. Et je terminerai cette intervention étant précisé que si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas
à contacter l'association des propriétaires qui ont mes coordonnées et je pourrai vous répondre ou un autre consultant de l'équipe. Je terminerai par les propos suivants. À l'occasion du marché international des professionnels de l'immobilier en mars dernier, l'un des événements majeurs de l'immobilier qui réunit les professionnels du secteur à Cannes, la ministre en charge du logement, Madame Létard, a annoncé une série de mesures pour encourager les acteurs de l'immobilier. Une de ces mesures, entre guillemets, phares, concerne notamment le statut du bailleur privé qui devrait être repensé pour rendre l'investissement locatif plus attractif et rentable. De quoi être encouragé. Il a été révélé notamment que pour renforcer l'attractivité de l'investissement locatif, le député Michael Cosson et le sénateur Marc-Philippe Dauderesse ont été désignés pour mener une mission dite flash sur le sujet. Cette mission a pour objectif de proposer des solutions visant à rendre l'investissement plus rentable et attractif. Les conclusions de cette mission sont attendues pour juin 2025, donc ça devrait être assez proche, afin d'alimenter le projet de loi de finances 2026 qui fait déjà couler beaucoup d'encre. À ce titre, Madame la ministre a notamment annoncé des mesures de concertation avec les banques pour faciliter l'accès au crédit immobilier en s'appuyant sur des initiatives coup de pouce comme celle de BPCE et Arkea. Une proposition de loi a été déposée le 1er avril dernier par le député Charles de Courson visant à créer un statut du propriétaire bailleur. Ainsi, des mesures fortes sont attendues et devraient être prises pour favoriser l'investissement et accroître l'offre de logements. Cette proposition de loi devrait inciter fiscalement également l'investissement immobilier. Je reste donc sur une note positive. Affaire à suivre. Merci de votre attention et je vous souhaite à toutes et tous une bonne déclaration de revenus.